Je m'excuse, j'ai oublié de mettre l'enregistrement. Donc, on a dit qu'aujourd'hui, donc on va laisser pour la prochaine séance donc la correction des cas de l'état des flux de trésorerie. Donc, on va le laisser pour samedi. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle norme, l'IAS 16, immobilisation corporelle. Donc, on va voir l'introduction, champ d'application, la comptabilisation initiale, l'évaluation de coûts d'entrée, les cas spécifiques, l'évaluation postérieure, donc traitement des écarts de réévaluation, l'amortissement, la dépréciation et l'approche par composant, sortie de l'actif et dépenses ultérieures. Et à la fin, on va voir les informations à fournir. Donc, on va commencer par la partie 1, introduction et définition détaillée. Et donc là, ça, on va le trouver donc chaque norme. Donc, elle va commencer par une définition, par un champ d'application. Donc, voilà pour les immobilisations corporelles. Les immobilisations corporelles représentent souvent donc une part importante dans l'actif de bilan. Donc, si vous voyez au niveau de l'actif d'une entreprise, donc vous allez trouver, surtout pour les sociétés industrielles, que les immobilisations représentent plus que 2 tiers de total actif. Donc, ça représente une valeur importante dans l'actif. Donc, la norme IAS 16 a pour but d'harmoniser les pratiques comptables à l'international, de garantir donc une présentation fidèle des immobilisations corporelles dans l'état financier, de permettre une évaluation correcte des coûts et charges liés à ces actifs. Donc là, ce sont des objectifs, c'est un objectif général d'harmonisation, d'internationalisation, de standardisation. Donc c'est un langage commun donc pour toutes les sociétés dans le monde entier, permettant donc une présentation fidèle et une évaluation une lecture donc standard de tous les états financiers produits dans n'importe quel pays. Enjeu économique des immobilisations corporelles. Les immobilisations corporelles génèrent des flux de trésorerie futurs sur plusieurs périodes, nécessitent un investissement souvent lourd, sont stratégiquement dans de nombreux secteurs, donc dans l'industrie, dans le transport, dans l'énergie. Leur traitement comptable affecte directement le résultat de l'entreprise via l'amortissement et les dépréciations, le bilan via l'évaluation de l'actif, les ratios financiers. Définition centrale selon l'IS16. L'IS16 définit une immobilisation corporelle comme, voilà la définition de l'IS16 concernant l'immobilisation corporelle. C'est un actif physique détenu pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de services ou pour être loué à des tiers ou à des fins administratives et dont l'utilisation est envisagée sur plus d'une période comptable. Donc, quels sont les éléments qu'on voit? C'est un actif physique qui est utilisé donc dans l'exploitation de l'entreprise, que ce soit donc la production, la fourniture de biens ou de services, ou bien même administratif. Donc, c'est tout ce qui est exploitation. Son usage est durable, donc l'usage donc, dont l'utilisation est envisagée sur plusieurs périodes comptables. Elle est essentiellement l'élément très important, c'est qu'il soit contrôlé par l'entreprise. Donc voici les éléments. Donc actif physique donc, doit être bien tangible, solide, matériel, utilisé pour l'exploitation, destiné à produire, vendre, louer ou bien supporter une activité. Donc, usage durable, c'est-à-dire utilisé au-delà de l'exercice comptable courant, c'est-à-dire le long terme. Contrôle économique, l'entreprise contrôle l'utilisation et les bénéfices des avantages. Là, on va revenir sur la notion de contrôle de l'actif. Contrôle de l'actif. Le contrôle de l'actif, en fait, il nous amène à penser d'une chose, à penser de le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle économique, plutôt que de le contrôle juridique. D'accord? Donc, les anciennes normes, elles étaient rattachées à ce qu'on appelle le contrôle juridique, c'est-à-dire celui qui détient la propriété du bien, donc celui qui est le propriétaire. Actuellement, les normes IS16, donc elle parle plutôt d'un contrôle économique, même si on n'est pas propriétaire du bien et on contrôle ce bien, c'est-à-dire on l'utilise. Donc l'entreprise contrôle l'utilisation et le bénéficie des avantages. Là, on parle d'un contrôle économique. C'est ça le plus important pour l'IAS 16.
et ce qui permet de constater donc l'immobilisation dans l'actif. Et c'est le cas en fait qui nous amène à comptabiliser une immobilisation qui est prise par exemple en location financement, c'est-à-dire en leasing, et qu'on la comptabilise parmi nos immobilisations. D'accord? Qu'on comptabilise un bien acquis en leasing en immobilisation. Alors que juridiquement, le bien, donc le contrôle, il est encore pour la société de leasing, qui est le propriétaire du bien. Mais le contrôle économique, c'est le contrôle de la société donc locatrice, donc qui contrôle l'utilisation et le bénéfice des avantages. Donc, notion de contrôle de l'actif. Donc, un actif est contrôlé par entité lorsque l'entreprise en maîtrise l'utilisation, elle bénéficie des avantages économiques futurs générés par cet actif et elle peut empêcher des tiers d'en disposer. Donc, elle contrôle totalement le produit, le bien. Le contrôle ne signifie pas nécessairement être propriétaire légal. C'est ça, en fait, ce que je voulais en fait, faire de précision. C'est-à-dire, un actif acquis en location-financement, ou bien un contrat de concession ou de délégation de services publics. Donc, ça, ce n'est pas un contrôle légal, mais plutôt un contrôle économique. Immobilisation corporelle se distingue des autres actifs par rapport. Donc là, au niveau de la définition, on peut distinguer. Donc la définition, elle a distingué l'immobilisation corporelle, les immobilisations corporelles par rapport aux autres éléments de bilan tels que les immobilisations corporelles, les immobilisations financières, c'est-à-dire les immobilisations financières, et les stocks à travers cette définition. Donc tout d'abord, le critère physique. Donc si l'immobilisation corporelle, donc elle doit vérifier ce critère physique. Actifs non concernés, par exemple, tout ce qui est immobilisation incorporelle, tout ce qui est intangible, tout ce qui est action, tout ce qui est financier. Donc, il ne vérifie pas cette condition. Deuxième critère, usage à long terme. Donc, le court terme tel que le stock, donc il n'est pas inclus. Critère 3, non destiné à être vendu, revendu immédiatement. Donc, ce qui exclut les actifs qui sont destinés à être vendus, qui sont traités par la norme IFRS 5. Catégorie classique d'immobilisation corporelle. Exemple des cas, d'exemple. Catégorie, par exemple, terrain, on va trouver les terrains industriels, terrains agricoles, terrains fonciers. Construction, on va trouver tout ce qui est meubles industriels, les entrepôts, les bâtiments administratifs. L'installation technique, on va trouver les lignes de production, les fours industriels, les machines. Matériel transport, on va trouver les véhicules, les avions, les bateaux. Mobilier et équipement, on va trouver les bureaux, les ordinateurs et les mobiliers. Donc ça, c'est une définition. Donc ça, c'est la première partie de définition. Maintenant, on va parler de champ d'application. Et ça, c'est très important à maîtriser. Donc, au niveau parmi les choses, donc vraiment absolument à maîtriser dans les normes internationales, c'est de maîtriser les champs d'application. C'est de maîtriser le champ d'application. C'est-à-dire, devant n'importe quelle situation, donc, tout d'abord, vérifier laquelle des normes qui s'appliquent. D'accord? Laquelle des normes qui s'appliquent. Comment savoir laquelle des normes s'applique? Vous devez maîtriser le champ d'application détaillée. Mamadou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tarek. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Très bien. En fait, on a parlé un peu avant d'être là, on a parlé de l'état des flux de trésorerie, de l'exercice que j'ai communiqué. Donc, j'ai voulu savoir, donc, est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que vous avez trouvé des difficultés au niveau de résolution de ces problèmes? Tarek, j'avais tenté deux, mais bon, j'ai pas pu tout faire D'accord. parce que Non, en fait, c'est ce que j'ai avancé en fait en disant que l'état de flux, l'établissement d'état de flux de trésorerie, donc il a beaucoup de particularités et beaucoup de difficultés qui constituent donc une bête noire même pour des experts. Donc là, c'est pas un état financier, c'est pas un état qui est facilement à établir. Donc il y en a certainement beaucoup de difficultés. C'est pourquoi en fait j'ai essayé, j'ai beaucoup préparé des explications
donc pour vous permettre vraiment de maîtriser cette partie qui est, je dis franchement, c'est un peu une partie un peu délicate. Donc c'est pourquoi en fait, vu que vous n'étiez pas de présence, donc il en a commencé avec trois de vos confrères, donc on a dit qu'on va encore donner un peu de temps, donc on va résoudre l'état de flux de trésorerie le samedi, Inch'Allah, c'est-à-dire après-demain. D'accord? D'accord, Et d'accord, donc, on monsieur a dit Fadal. aujourd'hui, on va commencer avec une nouvelle norme, IFRS, IAS 16, donc immobilisation corporelle. Donc, juste, j'ai voulu en fait que vous connaissiez euh, qu'est-ce que nous avons discuté avant que vous soyez avec nous. Très bien. Donc, on va Vraiment, merci, continuer. monsieur Tarek. Très bien. Donc, on va continuer avec le champ d'application. Donc, je vous ai dit, en fait, le champ d'application, c'est un élément très important à maîtriser. Donc, et vraiment, donc, à le maîtriser absolument, parce que ça va vous permettre par la suite de déterminer devant n'importe quelle situation quelle est la norme à appliquer. D'accord? Et là, c'est une expertise très importante. Donc, toutes les mobilisations corporelles ne relèvent pas forcément de l'ISS. Voyez? Donc, ce n'est pas toutes les immobilisations corporelles qui relèvent de l'ISS. Donc, cette partie vise à bien délimiter quand l'ISS s'applique et quand d'autres normes et FRS prennent le relais. Voyez en fait l'importance. Donc, ce n'est pas automatiquement quand j'ai une immobilisation corporelle, je dis c'est l'ISS qui s'applique. D'accord? Et donc là, c'est l'objet, en fait, dans le champ d'application, c'est de déterminer. Donc, s'il n'y avait pas, en fait, de beaucoup de particularités, c'est-à-dire des exceptions, on n'aurait pas parlé de champ d'application. Donc, on aurait dû pas dire, c'est toute une mobilisation corporelle, tout simplement. Mais là, vu que c'est pas toutes les immobilisations corporelles relèvent forcément de l'IA16, c'est pourquoi on va parler de champ d'application. D'accord? Donc cette partie, elle vise à bien délimiter quand l'IA16 s'applique et quand d'autres normes IFRS prend relais. Donc bien connaître le champ d'application est indispensable pour éviter des erreurs de comptabilisation et des incohérences dans les états financiers. Quelles sont les immobilisations concernées par l'IS-16? Donc, l'IS-16 s'applique aux immobilisations corporelles qui remplissent les critères suivants. Voici les critères à respecter, à vérifier pour que l'IS-16 soit appliqué. Donc, tout d'abord, nature physique. Donc, c'est un actif tangible, physique. Donc, terrain, bâtiment, équipement, matériel et véhicules. Deuxième condition, qu'il soit contrôlé économiquement. Donc là, on parle de contrôle économique. Donc, vous voyez, on a parlé de contrôle juridique et de contrôle économique. Contrôle juridique, c'est-à-dire le propriétaire. Mais là, on parle de contrôle économique. Et d'ailleurs, vous voyez l'importance de ce terme. Lorsqu'on dit le contrôle économique, donc c'est le contrôle qu'on va le prendre en considération dans l'application, dans le champ d'application de l'IA16. Et donc un bien en location-financement, donc un bien au leasing, donc il est en contrôle économique de locataire et il est en contrôle juridique du propriétaire de la société de leasing. Et donc, la norme 16 pour cette immobilisation, elle s'applique chez le locataire, donc il va le présenter au niveau de l'actif, mais il ne peut pas être utilisé par le propriétaire, c'est-à-dire vu qu'il ne contrôle pas économiquement, il le contrôle légalement. Donc, le contrôle, c'est très important. Donc, l'entité contrôle économique, sans nécessairement en être propriétaire légalement. Usage sur plus d'une période comptable. Donc, ce n'est pas un élément qui va être utilisé pendant les 12 mois. Donc, c'est un actif utilisé à long terme, non destiné à être à la revente immédiate. Donc, les deux conditions. D'accord? C'est un actif utilisé à long terme et non destiné à la revente immédiate. Là, en fait, quand on parle non destiné à la revente, là, parce qu'il y en a une autre norme qui traite les immobilisations, qui vérifie en fait la nature physique et qui vérifie qu'elle soit contrôlée, mais en fait, ils sont destinés à être vendus.
D'accord? Donc là, ils sont traités par une autre norme. D'accord? Donc, ils sont traités pour une autre norme. C'est-à-dire des immobilisations qui sont destinées à être vendues. Donc, ils ne sont pas traités par la norme IS16. Quatrième donc, élément caractéristique, ce sont destinés à être utilisés. Donc, pour la production, l'administration, la location ou l'usage interne. Donc, ce sont les quatre caractéristiques à vérifier pour appliquer l'IAS 16. Donc, c'est un actif physique détenu pour produire ou bien pour administrer, pour louer ou soutenir l'activité de l'entreprise. Exemple d'actifs donc entrant dans l'IS16, on trouve par exemple le terrain de l'usine, les machines de production, les véhicules administratifs, le matériel informatique, le mobilier de bureau, les entrepôts d'installation logistique, telles que les immobilisations qui ne sont pas concernées par l'IS16, qui sont exclues. Certaines immobilisations corporelles, bien que tangibles, relèvent d'autres normes IFRS, telles que l'actif biologique, l'élevage et l'agriculture. Donc, ils font donc l'application c'est l'IAS 41, donc valeur du marché fluctuante selon le cycle biologique. L'actif destiné à la vente, donc ça c'est l'IFRS 5, ça c'est une immobilisation, mais qui est destinée à être vendue. D'accord? C'est une immobilisation classée dans l'actif non courant détenu pour être vendu. C'est une immobilisation qui est destinée à être vendue, non pas une immobilisation corporelle. Donc, c'est une immobilisation corporelle, mais il n'est pas classé dans la catégorie des immobilisations corporelles, mais classé dans une autre catégorie des immobilisations, dans l'actif, en tant qu'immobilisation destinée à être vendue. D'accord? Et là, on va appliquer la norme IFRS 5. Les droits miniers, les réserves pétrolières et gazières, en fait, là, il y en a des normes sectorielles. Il y en a des normes sectorielles. Donc, l'exclusion n'est pas de... L'exclusion, elle est due à une norme sectorielle spécifique, donc qui traite donc, des règles de ces droits miniers. Les immeubles de placement. Les immeubles de placement, donc ce sont les immeubles qui sont destinés à être non utilisés dans l'exploitation de l'entreprise, mais plutôt à être, par exemple, loués et que l'entreprise, elle va encaisser de loyers, donc suite à l'usage de ces immeubles. Là, on les appelle immeubles de placement. Ou bien ce sont des immeubles qui sont détenus dont l'objectif d'être vendu plus tard et pour réaliser de plus-value. Donc là, ils sont exclus. Donc on n'applique pas les normes IAS 16 dans le cas des immeubles placement. Donc c'est une mobilisation détenue pour générer des loyers ou bien de plus-value sur cession. On va les trouver au niveau de l'actif, mais on ne va pas les trouver avec les immobilisations corporelles, mais plutôt on va les trouver dans une autre catégorie qui s'appelle immeubles de placement. Les contrats de location financement, donc ça c'est avant les FRS, donc FRS 16, donc avant les FRS 16, donc les contrats de location financement, ils étaient exclus. Mais maintenant, c'est bon. Donc maintenant, non, ils ne sont plus exclus. Donc les contrats de location financement, ils font partie des immobilisations. Mais au niveau de l'actif, on va les présenter avec juste une petite mention. On va les présenter en disant c'est un actif à statut juridique particulier. D'accord? On va les présenter au niveau de l'actif, mais avec une mention supplémentaire, on l'appelle actif à statut juridique particulier. Là, cas particulier des plantes productrices. Les plantes productrices, donc modification de l'IA16 depuis 2015. Donc les plantes productrices, c'est-à-dire les plantes, par exemple les oliviers, les vignes, les arbres fruitiers, donc étaient intégrées dans l'IAS 41, actif biologique. Donc la norme IAS 41, donc avant 2015, je parle. Avant 2015, ces plantes productrices, comme je vous ai dit, les palmiers, les vigniers, les arbres fruitiers, donc ils étaient
ils étaient parmi donc, la norme IAS 41 actifs biologiques. Depuis 2015, ces plantes productrices donc, entrent désormais dans le champ de l'application de l'IAS 16 lorsqu'elles produisent des biens agricoles pendant plusieurs périodes. Ils ne sont pas destinés à être vendus en tant que plantes elles-mêmes. D'accord? Donc, s'ils produisent des produits, c'est pas un produit saisonnier, c'est-à-dire c'est pas, je dis pas saisonnier, mais plutôt c'est pas, elle produit, parce que vous trouvez des plantes des fois qu'elle produit une seule fois et par la suite, donc elle disparaît. D'accord? Mais là, parmi les conditions pour que ça soit traité par les S16, il faut que le produit des biens agricoles pendant plusieurs périodes. Donc, elle produit pendant 5 ans, 10 ans, 9 ans. Donc, et ainsi de suite. Ils ne sont pas destinés à être vendus en tant que plantes elles-mêmes, donc certainement, donc il n'est pas destiné à être vendu au cours de l'exploitation. Donc, alors que les fruits récoltés restent comptabilisés avec l'IAS 41 actifs biologiques, mais la plante et le produit devient immobilisation corporelle sous l'IAS 16. La plante qui le produit. La plante, c'est-à-dire par exemple l'olivier ou bien le vignier, la vigne. Exemple, palmier à huile, donc c'est l'IAS 16, c'est une plante productrice. Cerisier en production, c'est l'IAS 16. Les blés, maïs, légumes de saison, c'est plutôt l'IAS 41, parce que c'est un cycle de production court. Donc, elles ne vérifient pas cette condition. Elles produisent de biens agricoles pendant plusieurs périodes. D'accord? Du blé, c'est une fois. Du maïs, c'est une fois. Les légumes, c'est une fois. Pourquoi, en fait, il y en a des exclusions? Donc, la norme IFRS euh, répartissent les actifs selon leur nature économique. Chaque norme apporte des règles d'évaluation, de présentation et d'annexes différentes. Bien maîtriser les périmètres d'application d'IS est indispensable avant d'entrer dans les techniques comptables. Donc là, vous voyez, en fait, on a vu maintenant donc, le champ d'application de cette norme importante, IAS 16. Maintenant, on va parler de la troisième. N'hésitez pas à m'arrêter si vous trouvez des difficultés à comprendre quelque chose. D'accord? On n'est pas pressé. L'essentiel que vous maîtrisez les choses qu'on les voit. Comptabilisation initiale. La comptabilisation initiale. Comptabilisation initiale, c'est-à-dire à l'entrée. Donc, lorsqu'on achète, par exemple, on achète une mobilisation, pour quel coût on doit la constater. D'accord? Donc, avant de calculer le coût d'entrée, encore faut-il savoir à quel moment une mobilisation doit être inscrite dans les comptes. Donc là, le timing, c'est-à-dire à quel moment on peut comptabiliser une mobilisation dans nos comptes. L'IA16 fixe des critères stricts de comptabilisation initiale qui visent à éviter la reconnaissance prématurée des dépenses non certaines et ou bien la sous-évaluation des actifs réellement générateurs d'avantages économiques. Les deux conditions cumulatives de comptabilisation, c'est-à-dire on ne peut pas comptabiliser un bien dans notre actif seulement, c'est-à-dire seulement si, euh, seulement si, en fait, il doit vérifier les deux conditions, c'est-à-dire si seulement si, plutôt, si seulement si. Si seulement si les deux conditions soient vérifiées. Tout d'abord, la probabilité d'obtenir des avantages économiques futurs. D'abord, donc la probabilité d'obtenir des avantages économiques futurs. C'est-à-dire, il est probable que l'entité tirera des avantages économiques futurs de l'utilisation de l'actif. Les flux de trésorerie futurs générés par l'actif doivent être raisonnablement prévisibles. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition cumulative, donc les deux conditions sont cumulatives. Évaluation fiable du coût. Donc le coût d'acquisition de l'actif peut être mesuré de manière fiable. Toute incertitude sur le coût ou sur le flux futur empêche la comptabilisation immédiate. C'est-à-dire, si on ne dispose pas d'une information certaine sur la probabilité
d'obtention des avantages économiques futurs ou bien sur donc, l'évaluation fiable de coûts, on ne doit pas comptabiliser on ne doit pas comptabiliser l'immobilisation jusqu'à en avoir une information claire. Donc, ces deux conditions permettent d'écarter. Donc, avec ces deux conditions, on va écarter deux types, en fait, les projets incertains, les projets qui sont incertains, c'est-à-dire incertains à créer, à générer des avantages économiques futurs, et les dépenses aussi exploratoires sans perspective certaine de rentabilité. Aussi, telles que, par exemple, pour les immobilisations incorporelles, les frais de recherche, donc des dépenses d'exploration. Nature des immobilisations corporelles concernées. Les A16 visent tous les actifs corporels utilisés dans la production de biens, ou bien affectés à l'administration, ou bien destinés à la location, ou bien affectés à une activité support. D'accord? Donc, utilisés en production tels que les machines, les équipements, les lignes de production, affectés à l'administration tels que matériel informatique, mobilier de bureau, destinés à la location tels que les véhicules de location, immeubles loués, affectés à l'activité support tels que l'installation technique et les entrepôts. Exemple, situation, comptabilisation. Donc là, on va voir est-ce qu'on les comptabilise en immobilisation ou bien en charge. Achat d'une machine pour la production. Oui, on peut la comptabiliser en immobilisation. Achat d'un terrain destiné à la construction de l'usine. Oui, on peut le comptabiliser en immobilisation. Coût de maintenance périodique. Là, on parle de coût de maintenance. Maintenance périodique, ça, c'est une charge. Le coût préliminaire non suivi d'investissement. Là, ce sont des dépenses incertaines. On les constate en charge dont la rentabilité est incertaine. Achat d'une ligne de production sans possibilité d'évaluer le coût exact. Donc là, on ne peut pas la comptabiliser, on ne doit pas la comptabiliser jusqu'au moment où on peut déterminer le coût d'une façon exacte. Là, deuxième critère, donc, qui est cumulatif, qu'on a dit qu'il y en a deux critères, capacité de générer des avantages économiques futurs et évaluation fiable du coût. Donc là, si le coût n'est pas évalué d'une façon fiable, on ne doit pas faire entrer l'immobilisation de notre actif pour absence d'évaluation fiable. Les principes essentiels à retenir, une immobilisation corporelle est comptabilisée quand avantages économiques futurs sont probables, coût est mesurable de façon fiable. Cas particulier. On va voir maintenant quelques cas particuliers. Le cas d'achat groupé, c'est-à-dire nous avons acheté un lot d'actifs diversifiés. D'accord? Nous avons par exemple une vente à l'enchère et nous avons proposé donc un prix. Et là, ce prix-là, il contient donc une construction, il contient des machines, de matériel de transport et ainsi de suite. Donc là, chaque actif doit être séparé selon sa nature. D'accord? On ne va pas comptabiliser donc l'achat groupé d'une façon globale. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec l'achat groupé? Tout d'abord, chaque actif doit être comptabilisé séparément selon sa nature. Et deuxièmement, répartition de prix global d'acquisition entre les différents éléments. Là, la difficulté qui réside, comment répartir le prix global d'acquisition entre les différents éléments? Là, c'est simple. En fait, on va voir la juste valeur de chaque élément, ou bien la valeur du marché de chaque élément. C'est-à-dire, je prends un exemple. Là, j'ai acheté, par exemple, le coût total. Donc, coût total, par exemple, j'ai acheté pour 150 000. D'accord? Acheté pour 150 000. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté, par exemple, matériel de transport. Et j'ai acheté du matériel industriel. D'accord? Donc, je dois répartir les 150 entre matériel de transport, matériel industriel. Comment faire?
Donc, je dois déterminer le prix sur le marché de chacun de ces éléments. Donc, la juste valeur de chaque élément. Par exemple, le matériel de transport, il fait par exemple 90 000. Et le matériel industriel, il fait par exemple 100 000. Donc d'ailleurs, vous voyez que l'entreprise, elle achetait le bien, c'est-à-dire l'appel d'offres, ou bien la vente en enchère, avec un prix favorable. Donc maintenant, comment répartir les 150 000 entre ces deux éléments-là? C'est simple, comment faire? Donc, on va calculer le total des deux justes valeurs, calculer le pourcentage de chaque bien par rapport à la juste valeur. Voilà. Donc, ce bien représente, le matériel transport représente 47% de valeur et matériel industriel 53%. Donc, maintenant, le coût d'entrée. Donc là, je vais calculer le coût d'entrée. Le coût d'entrée. Allez-y. Donc, le coût d'entrée de matériel transport, ça sera combien? Ça sera 150 000 multiplié par 47%. Et le matériel industriel, ça sera les 150 000 multiplié par les 53%. Et voilà comment nous avons réparti les 150 000. Donc, vu que l'achat était d'achat groupé, donc là, on nous a dit que l'achat groupé, chaque actif doit être comptabilisé séparément. Donc, on doit comptabiliser le matériel transport seul et le matériel industriel seul. Mais vu qu'on n'a pas le prix détaillé, donc on doit le déterminer nous-mêmes. Comment le déterminer? On doit se référer à la juste valeur, la valeur du marché, calculer le pourcentage de chacun, combien il représente, et par la suite appliquer ce pourcentage sur le coût total. D'accord? Et déterminer donc le prix de chaque élément. Acquisition gratuite ou bien subventionnée. Donc, comptabilisation à la juste valeur de l'actif reçu. Donc, nous avons reçu un actif gratuitement. D'accord? Ou bien subventionné. Donc, à quel prix on va le comptabiliser? Doit le comptabiliser à sa juste valeur. Le traitement de la subvention est alors traité selon une autre norme, l'IAS 20. Troisième cas particulier, actif obtenu à titre gratuit dans des concessions ou partenariats publics-privés. Donc, la comptabilisation à la juste valeur à la date d'entrée. D'accord? La même chose. Donc là, on parle de contrôle économique. Donc, nous avons reçu une concession de l'État, par exemple, pour 30 ans, d'un lot de terrain, ou bien qui contient, par exemple, des arbres fruitiers. Là, donc, on va le comptabiliser. On va le comptabiliser pour quelle valeur? On va le comptabiliser pour sa juste valeur à la date d'entrée. Interaction avec les normes connexes, donc les FRS, donc là, on a cité le cas de l'IFRS 15 pour les obligations construites sous contrat de construction, l'IAS 23 pour les coûts d'emprunt éventuellement capitalisables, l'IAS 37 pour les provisions de démantèlement intégrées dans le coût d'entrée. Là, on va le parler tout à l'heure de ça. Maintenant, l'évaluation du coût d'entrée. Donc, avant de pouvoir donc, amortir ou tester une immobilisation, il faut d'abord déterminer avec précision son coût d'entrée au moment de la comptabilisation initiale. Donc, on va comptabiliser l'immobilisation de notre comptabilité, mais pour quelle valeur? On va voir dans cette partie-là quels sont les frais qui sont inclus dans le coût initial et quels sont les frais qui sont exclus dans le coût et comment traiter des situations particulières. Principe général, le coût d'une immobilisation corporelle comprend trois éléments. Ça, c'est le principe général. Le coût d'une immobilisation corporelle correspond et comprend trois grandes familles de charges. Lesquelles? C'est son prix d'achat.
net de remise, de rabais et autres réductions commerciales. Tout ce qui est coût directement attribuable à la mise en état de fonctionnement de ce bien. Et tout ce qui est estimation des coûts de démantèlement et de remise en état. Donc, ce sont les trois éléments constitutifs de coût de l'immobilisation corporelle. Je répète, et on a le coût d'achat, le coût d'achat, c'est-à-dire le prix, la facture de fournisseur, la douane, les taxes non récupérables, le transport, l'assurance, et par la suite tout ce qui est coût directement attribuable à la mise en état de fonctionnement. Donc, après avoir reçu les machines, on va faire appel à un prestataire de service pour les installer, par la suite pour les tester, pour les mettre en marche. Là, on parle des coûts directement attribuables. D'accord? Mais, par exemple, aussi, donc, faire une dalle, par exemple, pour les machines, donc pour que les moteurs soient fixés. Donc, tout ça, on les appelle les coûts directement attribuables à la mise en état de fonctionnement. Troisième élément, c'est une estimation de coût de démantèlement ou de remise en état. Et là, en fait, c'est sous condition que ces coûts de démantèlement ou bien des remises en état ils soient significatives. D'accord? Donc là, on se met dans des situations, des fois, par exemple, quand on va louer donc une usine, après la période de location, par exemple après 10 ans, que les machines soient totalement amorties. Donc, nous avons une obligation donc de faire le démantèlement de ce que nous avons construit pour ces machines. D'accord? On doit faire le démantèlement de ces machines. Et aussi, si nous avons construit, par exemple, des dalles, on doit les enlever. Et donc là, si ça constitue des charges importantes, on doit les constater dès le départ. La même chose pour la remise en état. Donc, dans les contrats de location, vous allez trouver que le propriétaire donc de l'usine, donc dans le contrat de location, il va vous dire que toute modification, donc à la fin de contrat, le bien doit être remis en état. C'est-à-dire toutes les modifications que vous avez réalisées, vous devez les enlever. D'accord? Et donc, certainement, ces modifications que vous avez réalisées, leur démantèlement, bien leur remise en état, ça va demander de l'argent. Et donc, c'est pourquoi on doit l'ajouter dans le coût de l'immobilisation. D'accord? Et ça, c'est pourquoi, en fait. Pourquoi ajouter ces coûts de démantèlement dès le départ? C'est très simple. Donc là, il y en a un principe de rattachement des charges au produit. Un principe de rattachement des charges au produit. Là, l'inconvénient, lorsqu'on fait pas, on n'ajoute pas, en fait, on ajoute ces frais de démantèlement. Pourquoi? On les ajoute au coût de les immobilisations pour pouvoir l'amortir sur plusieurs années, c'est-à-dire sur les années qui vont bénéficier des avantages économiques. Et là, voilà, on rattache les charges au produit. L'inconvénient, si on ne fait pas, c'est-à-dire on n'ajoute pas ces frais de démantèlement dans le coût de l'immobilisation, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, dans la première situation, on a ajouté ces coûts, par exemple 60 000, on les a ajoutés dans le coût de l'immobilisation. Et donc, ces 60 000, on va les amortir, par exemple, sur 6 ans. Donc, chaque année, donc 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, donc chaque année. D'accord? Donc, chaque année, elle a supporté donc 10 000 de charges. D'accord? Petit instant, s'il vous plaît.
Pardon. Donc, très bien. Donc, donc la contrainte, on a dit que pourquoi en fait l'intérêt d'ajouter donc le coût de démantèlement dès le départ avec le coût. Parce que lorsqu'on va l'ajouter, supposons que le coût de démantèlement, ça fait par exemple 20 000 euros. D'accord? On va les répartir par exemple sur 5 ans. Donc chaque année, avec l'effet de l'amortissement, on va supporter, chaque année, elle va supporter 4 000 euros des frais de démantèlement. C'est ça en fait l'objectif d'ajouter ces frais dans le coût d'immobilisation, c'est de pouvoir l'amortir, les étaler sur plusieurs années et respecter ce qu'on a dit, ce qu'on appelle le principe de rattachement des charges produits. Donc, le problème, c'est que si on ne fait pas c'est-à-dire on n'ajoute pas les frais de démantèlement dans le coût de l'immobilisation, qu'est-ce qui va se passer? La dernière année, la dernière année, donc au bout de 5 ans, la cinquième année, elle va supporter une charge importante. Elle va supporter la totalité des frais de démantèlement, c'est-à-dire les 20 000. Et donc là, on n'a pas vraiment rattaché les charges produits, donc on a fait supporter le dernier exercice donc, une charge très importante de démantèlement. Très bien. Là, maintenant, éléments inclus dans le coût d'entrée. Là, on va détailler. Donc, on a parlé des trois grandes familles de coûts. On a dit que c'est le prix d'achat, le coût d'achat, les coûts directement attribuables et l'estimation de coûts de démantèlement ou bien de remise en état. Le prix d'acquisition net, qui comprend quoi? Qui comprend le prix d'achat, moins les remises commerciales, les rabais, les escomptes obtenus. D'accord? Donc, le prix d'achat net, il doit être prix d'achat facturé, moins toutes sortes de remises, que ce soit des remises immédiates ou bien de remises reportées. D'accord? Donc, on trouve par exemple. Donc, qu'est-ce que je veux dire avec remise immédiate? Remise immédiate, par exemple, la remise au niveau de la facture. Des cas, en fait, par exemple, pour une société, donc elle reçoit donc l'immobilisation et après, par exemple, 6 mois, à cause d'une performance qui n'est pas comme celle, par exemple, déjà citée, un défaut de fabrication, n'importe quelle autre chose, l'entreprise a négocié, par exemple, une remise supplémentaire. Donc là, cette remise supplémentaire, on doit l'inclure dans le coût. D'accord? On doit l'inclure, c'est-à-dire on doit l'inclure en baisse, c'est-à-dire elle va venir en baisse. D'accord? Donc que ce soit la remise immédiate au moment de l'achat ou bien une remise ultérieure. Aussi, on doit inclure dans le coût les taxes non récupérables. Donc le droit de douane, les taxes non récupérables par l'entreprise. TVA déductible, taxes spécifiques. Donc là, pour les taxes non récupérables, pour les taxes non récupérables, il faut faire attention à une chose, il faut faire attention à la TVA. La TVA, c'est une taxe sur les valeurs ajoutées. La TVA, elle peut être classée comme étant une taxe récupérable pour la majorité des entreprises, comme elle peut être classée comme étant une taxe non récupérable pour certaines entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA. Comme elle peut être considérée comme une taxe partiellement assujettie, partiellement déductible pour les sociétés qui sont partiellement assujetties à la TVA. Là, je parle de la majorité des sociétés commerciales, ils sont des sociétés qui sont assujetties à la TVA. Et donc, la TVA ne fait pas partie du coût, dans la majorité des cas. Maintenant, les deux exceptions possibles, c'est quoi? Les deux exceptions, tout d'abord, une société qui est hors champ de TVA. Donc, elle ne vend pas des produits qui sont soumis à la TVA. D'accord? Elle ne facture pas de TVA. Et donc, elle ne peut pas déduire de TVA. Donc, s'il ne facture pas, elle ne peut pas déduire de TVA. Donc, en ce moment-là, la TVA va constituer un coût. Elle va être, maintenant, dans ce cas-là, elle sera considérée plutôt comme une taxe non récupérable et non pas une taxe récupérable. Et donc, si elle est considérée comme étant une taxe non récupérable, donc on doit l'inclure dans le coût.
Deuxième cas, pour les sociétés qui, on les dit, partiellement assujetties à la TVA, c'est-à-dire partiellement assujetties à la TVA. C'est le cas des sociétés qui vendent deux types de produits. Des produits qui sont exonérés de TVA et deux produits qui sont soumis à la TVA. Et donc, pour ces sociétés qui sont partiellement assujetties à la TVA, la fiscalité, la loi fiscale les oblige à déterminer ce qu'on appelle le pourcentage des ventes assujetties par rapport à la totalité des ventes pour déterminer le pourcentage de déductibilité. C'est-à-dire, une société qui a, donc là, par exemple, je vais parler, le chiffre d'affaires, par exemple, 2024, donc il est pour société qui a fait 150 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord? Les 150 000 euros, c'est 100 000 euros pour une activité soumise à la TVA et 50 000 euros avec une activité non soumise. Pour une activité non soumise à la TVA. Donc là, comme je vous ai dit, le législateur demande à ces sociétés de déterminer un pourcentage de déductibilité des charges, de déductibilité de TVA. Donc, c'est-à-dire, donc, ils ont 100 000 par 150 000 et 50 000 par 150 000. Donc, pratiquement un tiers de tiers, d'accord? Un tiers de tiers. Donc là, 67% de l'activité est soumise et 33% de l'activité non soumise. Les cas, par exemple, en Tunisie, nous avons des activités non soumises telles que, par exemple, la vente de médicaments. Donc ça, c'est une décision de l'État pour que le prix des médicaments ne soit pas élevé. D'accord? Donc, c'est une activité, par exemple, aussi, activité non soumise à la TVA, par exemple, en Tunisie, la vente des livres. C'est une activité, c'est aussi pour inciter donc les gens donc à lire et que les livres ne soient pas donc à un prix, soient à un prix toujours abordable. D'accord? Donc, c'est pourquoi il n'y a pas de TVA sur ces activités-là. Donc, l'entreprise, donc, elle a deux activités, une activité soumise à la TVA de 67%, une activité non soumise à la TVA de 33%. Donc là, nous avons déterminé ces pourcentages. Donc maintenant, le droit de déductibilité, le droit de déductibilité de TVA pour cette entreprise. Le droit de déductibilité, il est à 67%. D'accord? C'est-à-dire, donc si elle a une facture d'achat, si elle a une facture d'achat, d'accord? D'achat pour, euh, par exemple, facture d'achat pour 30 000. De la TVA de 30 000, hein. Ça, c'est TVA. Facture d'achat. TVA, c'est-à-dire TVA sur facture d'achat. TVA sur achat. Par exemple, 30 000. D'accord? TVA sur achat, 30 000. Donc, pour cette entreprise, elle a 30 000, la partie de TVA déductible. 30 000 fois
67%, ça, 20 000, ça, c'est une TVA déductible. Et 30 000 fois 33%, ça, c'est une TVA non déductible. Pourquoi, en fait, j'ai fait ce détail-là? D'accord? Donc, ça, c'est une TVA déductible. Ça, c'est une TVA non déductible. Donc là, ça, c'est une taxe déductible et ça, c'est une taxe non déductible. Et donc, si je reviens ici au niveau des taxes non récupérables, donc on doit inclure dans le coût les taxes non récupérables. Donc, dans notre cas, ça, les 10 000, ça constitue une taxe non récupérable. Donc, on doit l'inclure dans le coût de l'immobilisation. D'accord? On doit l'inclure dans le coût de l'immobilisation. Donc, pour les sociétés qui n'est pas soumises, là où on n'a pas le droit de déduire de TVA, la totalité de TVA constitue une taxe non récupérable. Pour les sociétés totalement assujetties à la TVA constitue une taxe récupérable. Pour les sociétés qui sont partiellement assujetties à la TVA, c'est-à-dire une partie d'activité soumise, une partie non soumise. Là, on doit déterminer le pourcentage de déductibilité qu'on doit l'appliquer sur la TVA pour chaque achat. Et donc, nous avons de TVA déductible et de TVA non déductible. La TVA non déductible, on va l'inclure dans le coût de l'immobilisation. Si on achète une immobilisation, on doit l'inclure dans le coût de l'immobilisation. D'accord? C'est clair avec la TVA? Troisième élément. Ce sont les coûts directement attribuables à la mise en état d'utilisation. Donc, tout ce qui est, donc vous voyez au niveau de la norme, elle n'a pas cité des exemples. Donc, elle n'est pas cité, c'est-à-dire, je ne vais pas dire, c'est pas cité des exemples, mais plutôt, elle n'a pas fixé une liste limitative, exhaustive des charges qui peuvent être incluses. Donc, elle vous a donné des définitions. Donc, elle vous a donné le coût directement attribuable à la mise en état d'utilisation. Donc, tout ce qui conforme à cette définition peut être considéré, peut être inclus dans le coût. Tout ce qui n'est pas, ne respecte pas donc cette définition, il ne peut pas, c'est-à-dire bien n'est pas inclus dans cette définition, il ne peut pas être inclus dans cette partie. Donc, ce sont des coûts nécessaires pour amener l'actif au lieu et dans l'état où il peut fonctionner conformément aux intentions de la direction. C'est-à-dire, j'ai acheté une machine, donc à partir du moment, donc à part le coût de, c'est-à-dire le prix facturé par le transporteur, par le fournisseur, tout ce qui est coût supporté jusqu'à ce que la machine arrive dans nos locaux, jusqu'à ce que on installe ces machines et jusqu'à ce que on équilibre ces machines et qu'ils soient capables de produire le rythme que nous avons prévu initialement. C'est-à-dire, j'ai prévu quand j'ai acheté les machines, au niveau de constructeur, il m'a dans le catalogue, donc il m'a précisé que ces machines ils sont capables de produire 50 unités par heure. D'accord? Donc tous les travaux d'équilibrage réalisés par des techniciens jusqu'à ce que la machine arrive à produire les 50 unités par heure, ça constitue des coûts directement attribuables à la mise en état d'utilisation du bien. D'accord? Donc, exemple, on va trouver les frais de livraison, le transport, les assurances de transport, la manutention, déchargement, déplacement de sur-site, l'installation, le montage, le raccordement, les essais techniques, les honoraires d'architecture, d'ingénieurs, des notaires, la formation initiale du personnel, donc qui est rarement inclus, sauf s'il s'agit de réglages de fonctionnement pendant la phase d'essai, donc, les coûts de démantèlement, donc démantèlement futur bien remise en état. Donc, ce sont les coûts. Les tests de fonctionnement. Tests de fonctionnement. Là, on parle de des quelques exceptions.
Test de fonctionnement. C'est-à-dire test de fonctionnement. Test de fonctionnement, en fait, après avoir équilibré la machine, donc on va faire des tests de fonctionnement, des tests des décès. Donc le coût de test avant une exploitation, ce sont les tests, comme je vous ai dit, après avoir, c'est-à-dire après avoir équilibré la machine, mais avant que la machine entre en exploitation. D'accord? Donc c'est une période entre ces deux-là. Donc, le coût des tests avant une exploitation sont capitalisables, c'est-à-dire on peut les intégrer dans le coût à condition que les produits générés pendant les tests soient déduits du coût. C'est-à-dire, exemple, nous avons fait des coûts d'essai de machines, c'est-à-dire après avoir équilibré les machines sont équilibrées. Donc, sur des échantillons, ils ont bien fonctionné. Maintenant, juste, on a voulu faire des tests de fonctionnement. D'accord? On veut faire tourner les machines pendant, par exemple, une journée et les voir. D'accord? Donc, les coûts d'essai des machines, ça nous a coûté 10 000. D'accord? Donc là, la norme, elle vous dit, vous pouvez capitaliser, immobiliser ces coûts d'essai à condition que les produits de vente des produits de test, parce que quand vous allez tester, ce n'est pas de déchets. Je vous ai dit, en fait, les machines sont déjà bien équilibrées. Donc, vous allez produire des produits finis. D'accord? Un produit fini. Donc, c'est un produit vendable. D'accord? Donc là, la norme, elle vous dit, si vous voulez immobiliser ces frais d'essai des machines, vous devez les immobiliser en net de produits vendus. C'est-à-dire, comme dans notre cas, coût d'essai des machines, ça fait 10 000. La production que nous avons réalisée, elle est vendue pour 3 000. Qu'est-ce qu'on doit capitaliser? On ne doit pas capitaliser 10 000, mais plutôt on doit capitaliser 7 000. D'accord? On doit capitaliser 7 000. Et donc les 3 000 des produits de la vente, on ne doit pas les constater dans un compte de produits. Donc ils vont être compensés, ils vont compenser les coûts d'essai de machine. Et là, en fait, c'est parmi les cas exceptionnels là où les normes autorisent ce qu'on appelle la compensation. En général, les normes comptables sont contre l'esprit de la compensation. On ne compense pas en général. On ne compense pas. Et d'ailleurs, la compensation, donc, elle est autorisée lorsqu'elle est expressement prévue par une norme. Et c'est le cas ici. D'accord? C'est le cas ici. Donc, on va compenser les coûts d'essai de machine avec les produits vendus durant le test. D'accord? Et donc, on va capitaliser, on va faire augmenter notre mobilisation pour 7 000 seulement, non pas pour 10 000. Quels sont les éléments qui sont exclus du coût d'entrain? Donc, l'IS 16 interdit d'inclure des charges qui ne contribuent pas directement à la mise en état d'utilisation ou bien ne sont pas nécessaires au fonctionnement initial de l'actif. D'accord? Exemple d'exclusion, tout ce qui est frais administratifs généraux. Donc, ce n'est pas des frais spécifiques donc, à l'actif. Tout ce qui est formation du personnel en général, donc formation permanente, non indispensable au démarrage. Donc, si c'est une formation qui est indispensable au démarrage ou l'équilibrage, donc là, on peut l'inclure. Mais là, c'est une formation en général. Les coûts de démarrage commercial, marketing, publicité. Les pertes d'exploitation initiale, non représentatives d'une consommation normale. Donc, c'est là les pertes d'exploitation. Le coût de relocalisation, c'est-à-dire nous avons, après avoir installé les machines dans une place, on les a relocalisées. Donc, ça, c'est une décision de gestion. Donc, ça, vous devez normalement donc faire on l'appelle une décision de gestion, indépendante de l'acquisition. Donc, ça n'entre pas dans le coût de l'acquisition. Coût de restructuration, donc concerne l'ensemble de l'entreprise et non pas une mobilisation. Les coûts d'emprunt capitalisés, donc c'est traité par la norme IAS 23. Donc, le coût d'emprunt capitalisé. Donc, le principe général, en fait, ce sont les charges d'intérêt qui ne sont pas capitalisées. D'accord? Les charges d'intérêt ne sont pas capitalisées, sauf cas spécifiques.
donc qui est prévu par l'IAS 23. Donc les charges d'intérêt sont capitalisées uniquement, c'est-à-dire sont intégrées dans le coût de l'immobilisation, c'est-à-dire là où je parle d'une immobilisation qui est financée par un emprunt. C'est ça ce que je veux dire de coût d'emprunt. Donc, les charges d'intérêt sont capitalisées uniquement si l'actif est un actif qualifié, c'est-à-dire lorsqu'il nécessite une longue période de construction avant d'être prêt à l'emploi. Donc, condition importante, capitalisation commence lorsque les dépenses sont engagées, les coûts d'emprunt sont supportés, les travaux nécessaires ont commencé et la capitalisation cesse lorsque l'actif est prêt à l'usage. Donc là, vous voyez, la capitalisation des charges d'intérêt, c'est très spécifique. D'accord? Elle est très spécifique, elle est exceptionnelle. Traitement des provisions de démantèlement. Donc, si vous vous souvenez, les trois éléments qui incluent dans le coût, le troisième élément, on a dit, ce sont une estimation des coûts de démantèlement. Vu qu'il s'agit d'une estimation, donc on n'a pas une certitude. Là, on essaye d'estimer des coûts de démantèlement qui vont venir dans 7 ans, dans 10 ans. D'accord? Et donc, ça reste toujours une estimation. Tant que ça reste une estimation, comment on va la constater comptablement? On va la constater à travers une provision. On va la constater les coûts de démantèlement. On va la constater en comptabilité à travers une provision. Vu qu'elle est une estimation, donc toute estimation, elle est susceptible d'être modifiée, que ce soit à la hausse ou bien que ce soit à la baisse. Et d'ailleurs, cette estimation des frais de démantèlement doit faire l'objet d'une réévaluation chaque année. On doit l'augmenter ou bien on doit le baisser. La question que se pose, supposons que j'ai inclus au départ des frais de démantèlement de 20 000. L'année d'après, j'ai estimé que les frais de démantèlement devraient être plutôt 30 000 et non pas 20 000. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, en fait, c'est simple. Les 10 000 supplémentaires, vous devez les inclure dans le coût de l'immobilisation. D'accord? Mais ce n'est pas d'une façon rétrospective. C'est-à-dire, vous ne devez pas retourner sur les années antérieures. Vous devez l'appliquer d'une façon prospective. C'est-à-dire pour les années prochaines années et non pas d'une façon rétrospective. Vous ne revenez pas aux années antérieures. D'accord? Donc, le coût futur de démantèlement, de remise en état de ce site ou de dépollution, donc, sont capitalisés dans le coût initial de l'actif et font l'objet d'une provision selon donc l'IAS 37. Exemple, coût d'acquisition 100 000, provision 10 000, donc coût d'entrée, il est de 110 000. Si après, par exemple, une période, donc le coût de démantèlement, il passe par exemple à 20 000, je dois augmenter le coût d'entrée de l'immobilisation pour 10 000 encore, pour que ça devienne 120 000. Exemple, en fait, des cas de calcul de coût d'entrée, nous avons le prix facturé, les remises obtenues, on doit les déduire, TVA non récupérable, on doit l'inclure, taxes, transport, installation, on doit l'inclure, les honoraires d'experts, on doit les inclure, tests fonctionnement, on doit les inclure, les produits générés des tests de fonctionnement, on doit les déduire, les provisions de démantèlement, on doit l'inclure, on va déterminer à la fin un coût total d'entrée. Donc notre immobilisation, vous voyez, c'est différent, c'est complètement différent de prix facturé. Donc, on ne va pas comptabiliser en immobilisation que les 120 000. On va comptabiliser en immobilisation les 131 000. D'accord? On doit comptabiliser les 131 000 en immobilisation et non pas les 120 000. Très bien. Est-ce que vous avez des questions pour cette quatrième partie avant de passer à la cinquième partie des cas particuliers du coût initial? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à poser vos questions, cher ami. On est là pour apprendre, donc ça me dérange. Au contraire, je serai très ravi de répondre à vos questions. L'essentiel, que vous maîtrisez ces normes et ces notions.
Donc, les cas particuliers du coût initial. Même si les règles générales de calcul de coût initial sont relativement simples, l'IACES prévoit plusieurs situations particulières qui nécessitent des ajustements spécifiques au moment de la comptabilisation initiale. Les trois cas les plus fréquents sont l'acquisition à paiement différé, c'est-à-dire acquisition de paiement différé, c'est-à-dire je vais acquérir maintenant par exemple par exemple une machine, là où je vais payer par exemple sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans. D'accord? Là on parle de paiement déféré. D'accord? Deuxième cas, c'est le cas d'échange d'immobilisation. Et troisième cas, c'est le cas d'immobilisation produite par l'entité elle-même. Donc, production, euh, c'est-à-dire l'entreprise, elle a produit ses propres immobilisations. Là, on va commencer par l'acquisition avec paiement déféré, c'est-à-dire un paiement à terme. Là, c'est quoi le problème? Là, en fait, si un fournisseur il va accepter que vous allez lui payer, par exemple, sur des longues échéances, sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, donc là, certainement, il a inclus dans le coût de vente, dans le prix de vente, il inclut des charges, il inclut des intérêts. Certainement, il a inclus des intérêts. Donc, vous n'allez jamais trouver un fournisseur qui va vous vendre un bien avec donc le même prix que le prix comptant, c'est-à-dire il va vous dire que ce soit vous le prenez comptant ou bien vous le payez sur 3 ans, vous payez toujours 100 000. Ça, c'est impossible. D'accord? Toujours, donc vous avez le prix de comptant, par exemple 95 000. Vous voulez payer sur 3 ans, donc en ce moment-là, vous devez payer 105 000. D'accord? Et donc, le prix comptant 90 000, le prix à terme 105 000. Et là, la norme, elle intervient pour vous dire que cette différence de valeur entre 105 000, c'est-à-dire le prix à terme, et le prix au comptant, ça doit être constaté plutôt en charge financière et non pas dans le coût de l'immobilisation. D'accord? Et non pas dans le coût de l'immobilisation. Et comment faire? Donc, comment faire? En fait, on doit actualiser les paiements futurs. On doit les actualiser, les paiements futurs, en utilisant un taux de rendement, un taux de rendement, un taux de rendement moyen. D'accord? Donc, lorsqu'une immobilisation est acquise moyennant un paiement différé, paiement à terme, son coût d'entrée correspond à valeur au comptant équivalent à la date d'acquisition. Vous voyez, le valeur au comptant équivalent à la date d'acquisition. Comment déterminer la valeur comptant équivalent à la date d'acquisition? C'est à travers l'actualisation. On va actualiser les paiements futurs. Donc, par effet de l'inflation, certainement 10 000 € que je vais encaisser l'année prochaine, ils n'ont pas les mêmes valeurs qu'aujourd'hui. D'accord? Ils n'ont pas les mêmes valeurs qu'aujourd'hui. Donc, 10 000 que je vais encaisser, par exemple, dans une année, ils ont aujourd'hui une valeur de 9 500, par exemple. D'accord? Donc là, on fait ce qu'on appelle l'actualisation. D'accord? Donc, cela signifie qu'il faut actualiser les montants total de paiement futur pour éliminer l'effet de financement implicite. Vous voyez là, il y a des intérêts qui sont cachés. Il y en a un financement implicite, il y en a des intérêts cachés. Même si le fournisseur ne vous dit pas qu'il y en a un financement implicite ou bien des intérêts cachés, directement, vous pouvez le constater entre le prix de vente à échéance, c'est-à-dire le prix de vente avec cette facilité de 3 ans, et le prix de vente au comptant. Ça constitue les intérêts qui sont cachés. D'accord? Donc, pourquoi actualiser? L'actif doit être comptabilisé sans intégrer le coût de financement. Donc, le coût de financement, par principe, sauf les cas d'exceptionnels qu'on a vus tout à l'heure concernant le coût d'emprunt, mais le coût de financement ne doit pas faire partie du coût d'entrée de l'immobilisation. Donc, l'écart entre le prix total et la valeur actualisée représente une charge financière qui sera étalée sur la durée de crédit. D'accord? Une charge financière qui sera étalée sur la durée du crédit. Donc, exemple, nous avons prix à payer dans 3 ans, 110 000. Taux d'actualisation appliqué, 5%. Valeur actualisée, la valeur actualisée, on peut l'obtenir à travers
Donc, à travers le Excel, en fait, il en a des méthodes, des formules. Donc, exemple, par exemple, le paiement dans 3 ans, comment déterminer les 94 000? Par exemple, supposons que les paiements vont se faire de cette façon. Donc, la première année, deuxième année et troisième année. Donc, première année, on va payer 30 000. Deuxième année, 30 000. Troisième année, 40 000. D'accord? Donc, comment on va déterminer donc, ce prix-là? Là, nous avons donc 1 plus taux d'intérêt, donc 5%. Ça, c'est comme ça. Deuxième année et troisième année. Donc, ça va être la puissance 2 exposant. Voilà. Et celui-là va être exposant 3. D'accord? Donc, comment on va calculer les 94 000? C'est la première année, ça va être 30 000 sur 1,5. D'accord? Donc, ça sera donc les 30 000 divisé par, divisé par 1,5. Ça, c'est la première année. Deuxième année, ce sera divisé par exposant 2. Pourquoi il n'apparaît pas? Essentiel, ça doit être l'exposant 2. Je vais pas faire ça. Donc, voilà. Voilà.
Voilà. Donc, voici en fait comment on doit calculer, comment on va calculer, comment on a trouvé les, euh, comment on a trouvé cette valeur 94 000. Donc, 30 000 divisé par 1 plus 5%, plus 30 000 de la deuxième année divisé par 1 plus 5%, et là, fois 2, en fait, ça c'est parce que c'est 2 années, exposant 2, et là, c'est exposant 3 parce que c'est 3 ans. D'accord? Donc, ce total-là, ça, c'est ce qu'on appelle l'actualisation. D'accord? Ça, c'est l'actualisation. Donc, ça va nous donner les 94 900. Et donc, la différence entre la valeur actualisée, les 94 900, et les 100 000, le prix payé donc, à déférer, donc ça constitue les 15 100, ce sont des intérêts futurs, donc ce sont des intérêts, la différence, ça constitue les intérêts, les intérêts implicites, d'accord? Les intérêts implicites. Donc, la comptabilisation initiale doit se faire pour 74 900, d'accord? Et non pas pour 110 000 et non pas pour 110 000. Et chaque année, l'entreprise, elle va constater donc la charge d'intérêt et elle va créditer le compte fournisseur. D'accord? Le fournisseur, c'est-à-dire ce fournisseur-là. Pour qu'à la fin, le compte de fournisseur, il va cumuler les 110 000. D'accord? Les 110 000. On va faire des exemples, Inch'Allah, la prochaine fois. Inch'Allah, juste, j'oublie pas. Donc, cette différence de 15 000 est comptabilisée en charge financière au fur et à mesure. Chaque année, on va constater une charge financière. Comme je vous ai dit, on va débiter un compte de charge financière, on va créditer un compte fournisseur. Ce même fournisseur, fournisseur d'immobilisation. D'accord? De cette façon, les 15 000, ils ne vont pas être constatés en immobilisation, plutôt constatés en charge répartie sur les années, mais au niveau de la dette fournisseur, elle va être la même. D'accord? Ça va être les 110 000 parce qu'on est amené à payer les 110 000. Attention particulière, si le délai de paiement est inférieur à 12 mois, l'actualisation est souvent jugée non significative. C'est-à-dire, donc là, nous avons fait l'actualisation parce que le paiement, il s'étale sur plusieurs années. D'accord? Mais supposons que donc, le paiement, donc, il est sur l'année, c'est-à-dire sur l'année, c'est-à-dire donc vous payez la première tranche dans 3 mois, la deuxième dans 6 mois, la troisième et la dernière dans 9 mois. D'accord? Là, on ne fait pas d'actualisation. Là, on ne fait pas d'actualisation, on considère comme si le prix, il est le prix au comptant. D'accord? On ne fait pas cette actualisation. Maintenant, deuxième cas spécifique, c'est le cas d'échange d'immobilisation corporelle. Le cas d'échange. L'échange, en fait, c'est courant. Si vous trouvez des cas d'entreprise, elle vous donnez une immobilisation, vous recevez une autre immobilisation. Ça, c'est ce qu'on appelle échange d'immobilisation corporelle. Donc, l'entité obtient une immobilisation en échange d'un autre actif. Donc, je reçois un actif et je vous donne un actif. Donc, peut-être avec ou sans soult. La soult, c'est le paiement complémentaire. C'est-à-dire, je vous donne, par exemple, donc, une immobilisation et l'un des deux parties, pour équilibrer les deux valeurs, il va donc donner donc, à l'autre partie de l'argent. Donc, moi, par exemple, je vais recevoir par exemple, donc, c'est-à-dire donc, tant que l'opération d'échange, elle va se baser sur une entente. Donc, on s'est entendu que mon bien, il vaut 6 000 euros, le vôtre, il vaut 5 000 euros. Et donc, vous devez me compléter 1 000 euros. Donc, parce que je vais vous donner un bien qui vaut 6 000 et vous allez me donner un bien qui vaut 5 000. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut m'ajouter 1 000 dinars d'espèces, ou bien d'espèces, ou bien de chèques. Donc ça, on l'appelle soult. Le paiement complémentaire, il s'appelle soult. D'accord? Donc là, deux situations, ils peuvent se poser. Donc là, on parle d'échange de biens de nature similaire et d'échange de biens de nature, de nature différente. D'accord? Là, en fait, le traitement comptable des deux cas, il est différent de l'autre. On va voir les deux cas. Échange ayant une substance commerciale, c'est-à-dire
L'échange, il va modifier les flux de trésorerie attendus. On considère que la transaction est économique et que les actifs échangés ont des valeurs économiques différentes. Là, on parle d'actifs de nature différente. Dans le cas d'actifs de nature différente, cette opération d'échange, elle génère de résultats. C'est-à-dire soit de perte ou du gain suite à cette opération d'échange. Là, la norme comptable, elle vous dit pour ce type de bien, pour ce type d'échange qui échange avec des biens de nature différente, le coût d'entrée, le coût d'entrée, le coût d'entrée de bien. Donc, le coût d'entrée de bien, le bien que je vais recevoir, pour quelle valeur je dois l'inclure dans mon actif? Je dois l'inclure dans mon actif pour sa juste valeur. D'accord? Le coût d'entrée doit être la juste valeur de l'actif reçu. D'accord? Là aussi, la norme elle a précisé une exception en disant que si la juste valeur de l'actif reçu n'est pas fiable, on utilise la juste valeur de l'actif cédé. Mais le principe, c'est de se baser sur la juste valeur de l'actif reçu. Donc ça, c'est la première cas. D'accord? Deuxième cas, échange sans substance commerciale. C'est-à-dire sans substance commerciale, c'est-à-dire on va échanger de biens similaires. Donc le bien que je vais recevoir et le bien que je vais donner, il ne va pas générer des avantages économiques supplémentaires. Et donc c'est pourquoi on l'appelle sans substance commerciale. Donc le flux de trésorerie futur reste globalement inchangé et les actifs échangés sont comparables et peu différents économiquement. Donc comparables, c'est-à-dire de même nature, et leur valeur, elle est très proche économiquement. Dans ce cas, on appelle d'échange de même nature. Change de bien de même nature. Et cette opération d'échange de biens de même nature, elle ne doit pas générer de résultat. C'est-à-dire, elle ne génère ni profit ni perte immédiate. Donc, l'actif reçu est enregistré à la valeur comptable de l'actif cédé. Donc, pas de constatation de profit ou de perte. D'accord? Troisième élément. Donc là, par exemple, actif cédé. Donc, nous avons actif cédé. L'actif cédé, c'est 80 000 et l'actif reçu, donc il est pour 90 000. Donc là, on va entrer donc l'actif reçu pour sa juste valeur. Sa juste valeur, donc 90 000. Donc là, l'entreprise, elle va réaliser un bénéfice, sauf si, en fait, elle a payé une soulte. Donc, si elle n'a pas payé de soulte, donc là, c'est une opération d'échange avec résultat bénéficiaire. Troisième cas particulier, c'est l'immobilisation produite par l'entité. C'est la production interne. L'entreprise, elle produit pour elle-même une mobilisation, une construction, par exemple. En règle générale, les coûts d'entrée déterminés de la même manière que pour l'actif acquis auprès de tiers. Donc, c'est la même manière. Quels sont les éléments qui sont inclus? Les éléments qui sont inclus, c'est le coût direct de production, c'est-à-dire la matière première, les main-d'œuvre directes, les coûts indirects de production qui sont raisonnablement imputables, et le coût de préparation et d'installation. Quels sont les éléments qui sont exclus ou bien donc ce sont donc les profits internes et les marges de production internes. Ce sont les pertes anormales de matière et de main-d'œuvre, donc c'est du gaspillage. Les profits internes et marge de production interne, là, on parle par exemple profit interne, donc euh, tout ce qui est profit ajouté. Donc, on ne doit pas ajouter de profit, on doit se limiter au coût. D'accord? On ne doit pas ajouter des profits internes, même s'il s'agit d'opérations entre groupes. Les pertes anormales de matières premières, c'est du gaspillage. Donc, s'il n'y a pas, il y a du gaspillage lors de la production, on ne doit pas inclure le gaspillage. Les frais administratifs généraux et commerciaux aussi, on ne doit pas inclure les frais administratifs généraux. Particularité de coût d'emprunt. Donc, si l'actif est qualifié
durée longue de production, c'est-à-dire il nécessite une période longue de production. Donc les coûts d'emprunt peuvent être capitalisés. D'accord? Donc ça, c'est le cas qu'on vient de citer tout à l'heure. Donc, exemple simplifié, matières premières, on l'inclut, main-d'œuvre directe, on l'inclut, les frais indirects de production, on l'inclut, frais administratifs, on ne l'inclut pas, profit interne, on ne l'inclut pas, et voilà le coût d'entrée activé. Donc, ça sera que matières premières, main-d'œuvre directe et frais indirects de production. D'accord? Donc, on va s'arrêter là donc, ce soir, donc cette partie 5. Inch'Allah, on continue la prochaine fois. Donc, ça ne sera pas le samedi. Le samedi, on va voir, Inch'Allah, les têtes de flux de trésorerie, les exercices. Le samedi prochain, on va voir, donc on va reprendre à partir de la partie 6. Et d'ici là, en fait, je vous ai préparé des cas pratiques que je vous les envoie pour essayer de les résoudre. Et par la suite, on va les corriger ensemble. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant ce que nous avons vu aujourd'hui, concernant l'IAS 16, immobilisation corporelle? Est-ce que vous avez des questions? Très bien, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Merci une autre fois d'être là ce soir. Je vous souhaite bonne soirée. Je vous envoie l'enregistrement tout à l'heure. Concernant l'état de flux de trésorerie, donc n'hésitez pas à essayer de le refaire vous-même et pour en fait voir vraiment les difficultés. Euh, et Inch'Allah, le samedi prochain, on va les corriger ensemble, Inch'Allah. Merci beaucoup une autre fois et à très bientôt. Au revoir.